Il n'existe pratiquement aucun autre véhicule qui soit autant emblématique de l'Allemagne que celui-ci. Ici, nous avons la toute nouvelle Audi A5 avant. Attendez une petite minute, l'A5 avant? Cela semble étrange car jusqu'à présent, il y avait l'Audi A4 avant et l'Audi A5 Sportback. Mais maintenant, ils sont en train de fusionner les modèles, de réorganiser complètement leur portefeuille et de renommer également les modèles. Tout sur les véhicules électriques et les moteurs à combustion. Comment cette nouvelle génération est bonne et à quel point ce véhicule est vraiment allemand. Tout cela avec Thomas Nautico Fuel en 4K, plein écran, complet. Passons à l'avant, toute nouvelle génération de l'A5 qui est en même temps l'A4, ici avec une calandre plus large à l'avant. Celle-ci appartient également à la ligne S, donc des touches sportives, des directions d'air à vrai dire. Cela traverse véritablement le passage de roue et c'est aussi doté du pack noir élégant. Il y a donc vraiment beaucoup d'éléments sombres ici, tels que sur les rétroviseurs. Vous pouvez également opter pour un style qui soit plus clair. Et ici où les anneaux Audi sont noirs, je pense que ce n'est pas une bonne décision. Parce que dans le rétroviseur, lorsque vous êtes juste devant, vous apercevez à peine les anneaux Audi. Je préfère toujours une version avec les ailes Audi qui sont bien lumineuses. La couleur lumineuse idéale pour aujourd'hui est blanc glacier. Elle convient très bien au véhicule. Et cette année, jusqu'à présent, c'était l'A4 Brake, celui-ci l'A5 Brake ou Avant, comme on l'appelle chez Audi, une voiture commerciale qui parcourt beaucoup de kilomètres, idéale pour visiter de nombreux partenaires et toutes les grandes entreprises allemandes telles que Siemens, etc. Ils prennent ces véhicules ici en masse dans leur flotte et les équipent comme une version intermédiaire ou quelque chose comme ça. C'est donc comme la voiture d'affaires allemande typique, avec par exemple une BMW série 3 Touring, une Mercedes classe C en break, et puis une VW Passat, etc. C'est pourquoi cela suscite tant d'intérêt sur le marché allemand, mais bien sûr sur tous les autres marchés également. Et les phares ici avant que nous n'arrivions à la réorganisation des noms. Trois étapes, LED normal comme un LED de milieu de gamme, et ici le Matrix LED. Finition haut de gamme, comprenant signature et effets scintillants inclus. Des clignotants séquentiels à l'avant également. Capot avant vraiment robuste. C'est encore assez long, on utilise ici toujours la plateforme avec un moteur longitudinal. Et la longueur maintenant, dans cette nouvelle génération, est de 4,83 m ou 190 pouces. Et elle a gagné environ 8 cm d'empattement. Une augmentation de 7 cm ou environ 3 pouces en longueur totale. Ce gain de longueur a servi à allonger l'empattement. Cela se traduit-il par plus d'espace pour les jambes? Nous allons bientôt le découvrir. Alors, quelle est la logique ici? Évidemment, vous voyez cela ici en break, ou comme nous, les Allemands, disons combi. Les Allemands sont vraiment passionnés par leur break. C'est notre appellation pour désigner une voiture familiale. Au Royaume-Uni, c'est Estat. Et aux États-Unis, wagon. Alors oui, chacun a sa propre définition pour cela, et cette nouvelle génération A5 est disponible comme ça, en version break, en version combi, mais aussi en A5 berline, qui est en même temps un peu aussi la Sportback, parce qu'il a une large ouverture de haillons, comme une ouverture de liftback, et il fusionne les modèles. Alors, avant, nous avions l'A4, avant le break spacieux, puis il y avait l'A4 berline avec le coffre séparé, ensuite l'A5 Sportback avec l'ouverture liftback, ainsi que l'A5 coupé et l'A5 cabriolet. Donc, il existait en fait 5 modèles distincts. Maintenant, ça devient vraiment compliqué et ces 5 modèles différents passent à seulement 2 versions, vous savez, parce qu'il n'y a plus de coupé ni de cabriolet. Et désormais, il y a juste la fusion entre le Sportback et la berline. Et puis celui-ci, l'avant, la version Break, qui en même temps n'est pas comme ce break classique et anguleux ici, mais offre une forme plus fluide. Alors, d'une certaine manière, ça évoque également le design contemporain des shooting brakes. Que penses-tu de cela, honnêtement? Dites-le moi dans les commentaires. Des roues de 17 à 20 pouces, c'est l'étendue. Celle-ci est la roue de 20 pouces, le plus grand modèle. Ici, avec une belle accentuation dorée contrastant avec les étriers rouges. Celui-ci a aussi plusieurs options, y compris un pack noir. Tout est en noir, bas de caisse, coque de rétroviseur et vitres compris. À l'arrière, très intéressant, ici la bande lumineuse traverse tout le long, c'est magnifique, et cela est également associé à l'OLED optionnel. Oh, vous voyez ici, c'est le capteur de proximité ou la lumière de proximité. Donc cette LED organique,
qui n'est pas vivante, mais nommée ainsi pour sa teneur en carbone, a un effet lumineux. Donc, ça a l'air un peu vivant. Et puis, ce capteur de proximité, c'est quand il y a là voilà, comme une voiture qui approche, et puis ça dit genre, ouais, éloigne-toi. Nous ne voulons rien avoir à faire avec vous ou quelque chose comme ça. Oui, c'est très intéressant. C'est encore un haut facultatif, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Mais je pense que niveau design, ça fonctionne très bien. Vous avez sans doute observé que BMW a reçu un bon nombre de critiques pour leurs récents modèles de design et bien d'autres encore. Chez Audi, c'est différent. L'accueil du design extérieur, d'après toutes les critiques récentes, a été exceptionnellement bien reçu. Et c'était, oui, presque quelque chose de spécial de nos jours parce que la plupart des nouvelles voitures qui sortent sont vraiment critiquées pour leur design et ça ne satisfait pas les gens. Mais les récents designs extérieurs d'Audi reçoivent d'excellents retours. Vous êtes d'accord? Dites-moi dans les commentaires. Et puis, en parlant de design, il y a eu tout ce débat sur le faux échappement qui ont été excessivement utilisés chez Audi. Celui-ci est un 2 litres TDI, donc un moteur de base pour ainsi dire, et ici, c'est aussi un vrai échappement et il est vraiment beau. Et ils reviennent maintenant à un design honnête. Donc sur certains modèles, peut-être que l'échappement est caché en dessous ou qu'il est complètement visible. Et ici, même un TDI normal a ensuite l'échappement de ce côté, avec un design sportif et cool en fait. Puis, le moteur essence de base est un peu plus large à cet endroit, l'échappement, mais c'est aussi un vrai. Et bien sûr, il y a le modèle S, à la fois pour le Sportback et l'avant, qui ont alors 4 tuyaux, donc 2 de chaque côté, et elles sont en réalité toutes vraiment réelles. Ensuite, concernant la technologie de suspension, on commence par un système de suspension de base. Ensuite, vous pouvez choisir une suspension sport, moins 21 mm, ou vous pouvez opter pour une suspension sport adaptative, qui s'inscrit dans un certain spectre. Aujourd'hui, avec suspension adaptative pour plus de confort. La suspension sport fixe, je dirais. Il faut l'apprécier car cela rend la conduite vraiment rigide. Et bien sûr, avec le confort, vous pouvez aussi jouer sur les roues. Plus la roue est grande, plus la conduite sera sportive, mais moins vous aurez de confort. Pour un confort optimal, choisissez des roues plus petites, peut-être celles de base, ou un bon compromis avec des roues de 18 pouces. La suspension adaptative de 18 pouces vous offre le meilleur confort pour vos trajets. Vous obtenez également un look plus élégant qu'avec simplement la base 17 pouces. Donc, c'est probablement mon choix. Au fait, la capacité de remorquage 1,8 tonnes ou 1,9 tonnes pour les modèles S. Et concernant les différences, on a bien sûr quelque chose sous le capot. Vraiment intéressant d'ailleurs, comment c'est coupé ici, comme avec beaucoup de distance ici. C'est un style de design qui est souvent utilisé avec des véhicules vraiment sportifs, comme on le faisait dans le passé. C'est plutôt cool. Donc nous avons ici un moteur de vendeur, typique business, 2 litres TDI, 4 cylindres, traction avant avec transmission intégrale. Cela inclut également une nouvelle technologie hybride légère. Ce MHEV est en fait le modèle Plus. C'est ainsi qu'il le nomme. Il est équipé avec le TDI et aussi du modèle S. Et cela récupère jusqu'à 25 kW. C'est vraiment fort pour un moteur MHEV et 1,7 kW est la taille brute de la batterie. Je vais juste fermer le capot. Au fait, ici, belle isolation sous le capot. Ça a l'air également bien peint et ainsi de suite. Vérin à gaz, donc une bonne qualité de fabrication ici dès le premier coup d'œil. Le contact est mis, on peut voir les phares. C'est pourquoi nous avons ce bip ou ce son. Donc je referme le capot. Alors ce système MHEV, bon, c'est vraiment sophistiqué. Par exemple, lorsqu'on s'approche du feu rouge, il utilise la récupération d'énergie, éteint le moteur et ainsi de suite. Vous avez aussi en même temps un boost de puissance pour être un peu plus rapide. Vous aurez aussi un 2 litres TFSI, moteur turbo essence, sans la technologie Mild Hybrid. C'est étrange. Chez Audi, j'ai dit qu'on veut garder le moteur essence moins cher et sans technologie MHEV pour être plus accessible, mais vous pouvez vraiment comprendre cela. Cependant, le prix ne provient pas de cette décision. Cela vient de tous les extras et de ces nouveaux packs technologiques. Donc, la nouvelle réorganisation comprend 3 différents packs technologiques. Ainsi, vous n'avez pas à configurer autant de choses individuellement. Enfin, des hybrides rechargeables seront proposés. Batterie de 22 kWh partagée avec la Porsche Panamera, la Cayenne, etc. Ces générations restylées. Nous aurons aussi une autonomie électrique notable en hybride rechargeable, 80 à 90 km
ou environ 50 miles, est une autonomie réaliste pour ces modèles. Nous avons également dans la description de la vidéo et dans un commentaire séparé toujours les faits sur le moteur pour vous si vous souhaitez les lire tranquillement et vraiment suivre tous les faits et chiffres plus tard. Et en parlant du système de transmission intégrale, Quattro, mais il existe divers Quattros, ce modèle est équipé du système avancé Quattro Ultra associé à une boîte double embrayage. Il repose sur une plateforme à traction avant, mais la puissance peut être redirigée vers l'arrière selon les besoins pour garantir une traction toujours optimale. Mais pas jusqu'à 50-50, même à 30% à l'avant et 70% à l'arrière. Comment est-ce possible? Ils utilisent un embrayage très puissant, plus fort que d'habitude, et aussi, lorsque vous accélérez, plus de poids est poussé vers l'arrière simplement par la physique, ce qui permet également aux ingénieurs d'envoyer plus de puissance aux roues arrière, ce qui vous donne simplement plus d'adhérence sur les roues arrière. C'est très intéressant. Avec les systèmes Quattro ultra normaux dans les modèles A5, l'essieu arrière peut être complètement désengagé pour plus d'efficacité. Donc, dans la plupart des situations, lorsque vous roulez lentement par exemple, sans accélérer fort, ce sera uniquement basé sur les roues avant. Mais lorsque vous accélérez fort en ligne droite ou aussi en sortant d'un virage, plus de puissance est envoyée aux roues arrière. Sur le modèle S, l'essieu arrière est toujours un peu engagé pour donner un peu plus de puissance arrière dès les réglages de base. Et cela ajoute également un vecteur de couple à l'essieu arrière. Cela n'est pas disponible ici pour le Quattro Ultra de base. Quand vous actionnez les clignotants à l'arrière d'ailleurs, non seulement vous avez cette forme en cascade, mais vous avez aussi cette indication triangulaire supplémentaire qui signale un avertissement du genre « attention, attention ». Je veux dire, c'est une bonne idée, ce n'est bien sûr pas indispensable, mais pourquoi pas? Ils peuvent même utiliser les données du cloud pour générer un avertissement automatique en cas d'accident enregistré ou chose similaire. Cela s'inscrit dans le sujet plus large de la communication du véhicule vers le monde extérieur. Grâce aux nombreuses possibilités, c'est un sujet qui va prendre de plus en plus d'ampleur, j'en suis assez certain. Voici la clé. Noir mat, elle est agréable, en fait plutôt sympa, puis ici, les poignées de porte sont intégrées de manière affleurante et ensuite en dessous, vous appuyez sur un champ, c'est capacitif et ça ne donne aucun retour, donc ce n'est pas mon préféré, je dois dire. Le son de fermeture des portes est plutôt bon. À l'avant comme à l'arrière. Tu vois, la pluie commence à tomber maintenant. Ensuite, à l'intérieur des portes, c'est aussi couvert ici, dans la partie supérieure. Pas très doux, mais entre dur et doux. Puis, cette finition, on a une insertion en tissu. On peut aussi avoir différentes finitions pour l'intérieur des portes, c'est cool. Cette unité ici pour les lumières et les commutateurs de rétroviseur, vous voyez, c'est comme un champ unique. Pour contrôler, c'est pas trop bon. Et aussi, en attrapant la porte de l'intérieur, vous pourriez rayer ou toucher ici, pas idéal, mais les lévateurs de fenêtres sont géniaux, sont de clic. C'est cool. Puis à l'intérieur des portes, ce n'est pas vraiment couvert dur, juste une lèvre en caoutchouc en bas pour que les choses ne volent pas autour. Puis un badge d'entrée S. Ouais, Léa aime toujours filmer les badges, je le sais ça. La ligne S n'est donc pas le véritable modèle S volant ici. Ici, tout est rendu sombre, du volant jusqu'aux écrans, etc. Cependant, lorsque je tourne la clé par ici, voilà ce qui se passe. Regardez bien, à ce moment-là, tout s'illumine clairement au niveau du volant. Et aussi, les deux écrans prennent vie. En fait, il y en avait un troisième à l'époque. Côté passager, j'en reparlerai bientôt. La direction est aussi réglable électriquement. Ah, ça descend bien, oui. Commande électrique de la direction. C'est une première dans ce segment. Voilà. Et puis les sièges, il y a des sièges de base disponibles. Ensuite, ceux-ci sont les sièges sport. Puis, il y aurait le siège sport plus, vu dans la revue S. Ici, le siège sport est plus accentué autour des épaules. Dans ce cas, ici, avec une housse en tissu, avec des surpiqûres, ici, c'est vraiment cool. Ça a l'air cool, c'est agréable au toucher, assez doux aussi. Je les ai trouvés vraiment sympas. Oui, je suis vraiment fan de ces sièges en tissu ici. Je trouve qu'ils ont une très belle allure. Ils sont incroyablement confortables, il reste assez d'espace pour la tête. Il y a une version avec toit panoramique disponible, tellement confortable en effet, assez d'espace. Bien sûr, il y a une discussion. Tout le monde n'aime pas les sièges en tissu. Donc certains le perçoivent comme pas de très haute qualité, mais c'est une excellente qualité. Ça a l'air chouette et est agréable,
Mais Audi devrait proposer un simili-cuir de qualité supérieure comme BMW. Vous savez que vous avez le même aspect élégant, les mêmes caractéristiques, et aussi parce que si vous préférez le nettoyer facilement ou pour son apparence ou sa sensation, le simili-cuir de haute qualité est plus attrayant pour le marché. J'aime aussi le simili-cuir haut de gamme. Et je pense que BMW est plus judicieux avec son approche axée sur le simili-cuir, plus respectueuse des animaux. Ils utilisent aussi des matériaux durables. Audi dit, soit vous choisissez du cuir, soit des sièges en tissu. Je pense que ce n'est pas vraiment une bonne stratégie. Le reste du cockpit est également très intéressant. Donc je viens de démarrer le moteur maintenant que la batterie de 12 volts nous lâche. Alors ici, ils ont cette large unité, deux écrans différents, 14,5 à droite, 30 cm à gauche, et ici, c'est ensuite l'écran passager optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le choisir, mais vous pouvez par exemple regarder YouTube ici. Ensuite, la boîte à gants est probablement amortie quand elle tombe ainsi. Et puis, il y a comme une énorme console centrale ici. Nous avons également des porte-gobelets adaptatifs. C'est aussi une grande qualité de fabrication. Vous pouvez aussi y mettre la clé, c'est une chose pratique. Il y a encore quelques interfaces physiques ici, par exemple avec le bouton de volume. Mais cependant, ici, beaucoup d'utilisation de noir brillant. Oui, je pense qu'il devrait y avoir une alternative à cela. À l'avant, vous avez deux chargeurs USB-C et un chargeur à induction qui a également quelques trous de refroidissement pour éviter que le téléphone surchauffe. La sélection du mode de conduite est ici. Vous cliquez dessus et l'avantage, c'est que vous pouvez continuer à cliquer. Ensuite, vous changez le mode de conduite, tout cela sans jamais être obligé de mettre quoi que ce soit à l'écran. Le levier de vitesse automatique se trouve en bas. C'est très pratique, bien intégré et toujours avec un double embrayage. Vous avez cette housse en tissu pour l'accoudoir, agréable, beaucoup d'espace en dessous, mais pas de recharge ici, le point de vue du conducteur. Ici, ces boutons sur le volant, ils ont en fait un bon retour de clic, donc au moins cet aspect est satisfaisant. Cependant, c'est toujours un gros bouton unique, alors que la génération précédente était bien évidemment meilleure dans ce domaine particulier. Donc en changeant les vues de conduite de cette manière, le compteur de régime se trouve ici. Je trouve que son intégration est un peu étrange. Ensuite, nous avons un affichage tête haute que vous pouvez observer juste là devant ce S5 et qui affiche aussi quelques informations GPS. Et puis, il y a le système d'infodivertissement positionné sur le côté droit. Oui, on peut voir que ça reflète un peu par moment, c'est certain. En ce qui concerne l'unité de climatisation, voilà le truc. L'ancienne génération avait le meilleur système de clim, avec des boutons clic, 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 c'était le top. Alors ça ne peut être que pire, pour ainsi dire. Et puis je ne comprends vraiment pas ce qu'ils ont pensé à ce sujet. Donc, je veux dire, oui, l'idée est que vous ne cliquez pas simplement ici pour l'unité climatique, mais vous y reposez votre main. À part ça, c'est basé sur Android et c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Celui-ci d'ailleurs est également équipé du système audio Bang & Olufsen. Haut-parleur intégré ici. Et le son me semble correct. Le son est bon, mais pas si incroyable. Prenons-le comme ça. Ici d'ailleurs, il y a l'intégration CarPlay, sans fil ou avec fil, et c'est pareil pour Android Auto. Le système d'infodivertissement intègre désormais également ChatGPT, comme ici. Tout d'abord, cependant, pour montrer la différence, quand je demande quelque chose de spécifique à la voiture, comme ici, régler la température sur 23 degrés. Je réglerai la température à 23 degrés. Mais maintenant, si je demande quelque chose de plus informatif, comme ici. Bonjour, écoute, quelle est l'origine du nom Audi? Le nom Audi vient de la traduction latine du nom de famille du fondateur, Auguste Horch. D'ailleurs, ici les appuis-têtes, ils sont partiellement intégrés. Vous ne pouvez pas les remonter. Alors, ils sont séparés tout en étant partiellement intégrés dans le siège sport. Pour Léa, la hauteur quand elle s'incline en arrière est correcte. Oui, c'est tout à fait ça. Vérifions, car quand je conduis vite, elle doit vraiment bien s'accrocher. Ils sont également là et aussi amortis. Voici les poignées de l'intérieur. Et nous les avons aussi à l'arrière. Oui, il fait un peu sombre à l'arrière, mais on en a 4. Il est important de les conserver. Certains fabricants les réduisent pour économiser des coûts. Les sièges arrière, c'est vraiment excitant ici. Tout d'abord, j'ai aussi ce store disponible manuel. Ensuite, nous avons également ces portes bien couvertes
Et là, avec une ambiance de tissu de salon. En bas, c'est juste la couverture rigide. Et encore une fois, ici, cette superbe surface 3D inspirée de la Bentley Continental. Ici, nous avons les mêmes sièges arrière en tissu, issus des sièges sport. Ici, vous avez le système Isofix intégré pour attacher en toute sécurité les sièges enfants. Vous pouvez les ouvrir et fermer en glissant. Très pratique. Ici, le siège sport normal n'a pas de housse spéciale. C'est bien comme ça, mais c'est tout à fait satisfaisant. Grand tunnel central en bas avec 2 chargeurs USB-C situés juste au-dessus. Et puis, vous avez aussi une unité climatique avec un retour de clic. Oui, le chauffage des sièges arrière est là. On peut rabattre ceci pour des porte-gobelets adaptatifs. C'est d'une super qualité de fabrication. Je pourrais faire ça en ASMR toute la journée en fait. C'est aussi ici le truc de la trappe à ski. Voilà, donc tu vois. Aussi ici avec l'appui-tête, peux-tu t'asseoir dans la partie centrale. Hmm. C'est un peu plus rigide évidemment qu'ici dans la partie centrale, mais ça reste acceptable. La hauteur sous plafond est bonne, mais l'espace pour les jambes représente vraiment un souci pour ce type de véhicule. La garde au toit, ça va, que ce soit la berline ou l'avant, vous avez de la marge. La berline convient au grand, sans souci. Toutefois, ce véhicule manque d'espace pour les jambes si le conducteur est grand. Donc quand je conduis, le siège est comme ça, et puis je me cogne les genoux contre le siège. Il y a un creux ici, qui serait mieux si le siège était plus haut. Mais le siège sport ici et le siège sport plus, ils sont tous les deux très volumineux. Donc si vous prenez le siège de base, l'espace pour les jambes est un peu meilleur. Non seulement le haillon, mais aussi cette couverture ici qui monte puis redescend plus tard dans ce rail assez cool et ici aussi rentre en dessous de manière verticale. Ce chariot ensuite, nous avons la largeur qui est même un peu plus d'1 mètre ou 40 pouces et la longueur ici est d'environ 1 mètre 10 ou 43 pouces et la hauteur ici est d'environ 70 cm ou 27 pouces. Il y a un filet ici, pas besoin d'y aller si ce n'est pas pour sécuriser des affaires en dessous. Les petites affaires ici, c'est juste pour les outils et ainsi de suite. Et ici, c'est 450 litres avec le système MHEV. Avec le moteur essence sans hybridation légère, ce serait 480 litres. Ensuite, c'est vraiment important ici de rabattre les sièges. Solution facile, et voilà. Aussi de l'autre côté, d'accord, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, ce sont des véhicules très tôt dans le processus de fabrication, mais évidemment ici, le pliage automatique n'a pas fonctionné. Ici, j'ai mis le siège conducteur à ma place. C'est proche de l'appui-tête, mais inutile de le bouger encore en avant et en arrière. C'est ça. Donc oui, concernant ce mécanisme, ce repliage automatique, oui, la moitié a fonctionné, l'autre non dans ce cas. Alors ici, la longueur totale. Je veux dire, ça a l'air plutôt bien ici. Longueur totale à 1,85 m ou 73 pouces. Donc très utilisable. Une belle accélération. Nous conduisons maintenant ici juste le 2 litres TDI qui développe 204 chevaux. C'est la version 4 roues motrices, 6,9 secondes pour l'accélération. Mais en termes d'accélération, c'est vraiment agréable. Une accélération très correcte en effet. Et j'ai aussi fait ça comme avec l'accélération en virage en même temps pour voir ce que fait le volant. J'ai vraiment pu bien exploiter le couple de direction. Je pouvais alors laisser le volant revenir tout seul. Je n'ai pas à faire le travail moi-même, en gros. Et il n'y avait pas beaucoup de sous-virage ou quelque chose comme ça. Et oui, bien que ce soit une plateforme à traction avant, ici, ce système à transmission intégrale est capable d'envoyer beaucoup de puissance aux roues arrière, jusqu'à 70%. Et cela se produit d'autant plus que vous accélérez intensément. Et puis, il y a aussi une réduction notable de l'effet de sous-virage. Je pense que ça fonctionne très bien. On va bientôt prendre des virages sinueux en montant la colline pour voir comment ça se passe. Bien sûr, le diesel lui-même, vous l'entendez plus prononcé qu'un moteur à essence. Cependant, il est bien isolé, en mode sport, particulièrement dynamique ici, mais en passant à un mode confort ou efficacité,
c'est nettement plus silencieux. Et il peut également arriver que tous les moments électriques soient présents. Ainsi, ici par exemple, maintenant lorsque le régime est plus bas, on n'entend presque rien du moteur ou par exemple quand vous vous approchez du prochain feu de circulation, le moteur peut s'éteindre complètement. Cela peut vraiment se produire aussi, donc tout le véhicule est plus silencieux qu'avant. Il se sent un peu plus raffiné qu'une A4 avant sortante. Mais d'un autre côté, on a vraiment l'impression qu'il se dirige vers un segment différent qui est, je pense, vraiment étonnant. La suspension adaptative fonctionne très bien, même avec des jantes de 20 pouces. Le confort est bon, mais des roues plus petites offriraient plus de confort. Il y a toujours un compromis entre apparence extérieure et confort intérieur, mais cette suspension équilibrée aide bien. Cependant, je ne choisirai pas des roues de 20 pouces car, effectivement, comme je l'ai déjà dit, elles réduisent un peu trop le confort à mon goût. Mais bon, ça reste acceptable. Vous pouvez le conduire avec des roues de 20 pouces, cela fonctionne. Et lorsque vous accélérez en sortant du rond-point, par exemple, c'est toujours amusant. Même le modèle de base apporte beaucoup de plaisir. La principale différence réside dans le moteur et une configuration qui est un peu plus sportive. Les sièges me maintiennent fermement d'une part, d'autre part, ils sont suffisamment ouverts pour vous donner du confort. Et j'adore la réponse de la direction. Donc, quand nous ferons les virages sinueux, nous verrons également plus à ce sujet car elle est directe, vraiment précise, elle est encore plus précis et direct qu'avant. Dans les modes de conduite, cela diffère un peu, donc je peux les changer juste ici. Mode dynamique et un peu plus de réactivité dans ce mode spécifique. Cela ne fait pas une énorme différence cependant. Ici, surtout avec le diesel, quand vous êtes en vitesse inférieure, vous l'entendez davantage en mode dynamique, car dès que je repasse, par exemple, en mode efficacité, puis je dois complètement relâcher l'accélérateur, même si ce n'est que pour un très bref instant. Et voilà, nous montons une pente et nous l'entendons déjà de manière un peu plus atténuée qu'auparavant. Donc cela dépend des modes de conduite et également du rapport dans lequel vous êtes réellement. Ce système MHEV ici fonctionne en fait assez différemment de ce que nous avons connu avec les systèmes MHEV de plus petites générations précédentes. Je dois dire qu'ici, on ressent plus ces moments électriques, ce qui change un peu la conduite. Donc parfois, on a l'impression d'avoir un boost électrique en accélérant. Maintenant, quelques virages serrés et un peu plus sur l'accélérateur. Et surtout lorsque nous accélérons en sortant des virages. Observons comment il s'y prend précisément ici. Super fluide. Regardez les mouvements du volant, de nouveau en mode dynamique. Et lorsque j'accélère en sortant du virage, je n'ai pas la sensation de sous-virage, ni d'être trop tiré vers l'avant. Il y a assez de puissance pour les roues arrière, même dans la version standard de l'A5. Si nous n'avons pas la version S5, c'est vraiment super. Quelle expérience de conduite incroyablement fluide et agréable. J'aime vraiment ça. Pas de sous-virage, une grande précision de direction. Et si on compare avec les précédents modèles A5 et A4, celui-ci est vraiment beaucoup plus raffiné. Il offre davantage de confort et de précision. Il est plus sportif, mais tout aussi confortable. Et plus silencieux. En conduisant, cela semble clairement plus sophistiqué. Alors, il y a beaucoup de discussions à ce sujet. Les constructeurs haut de gamme allemands ont commis de nombreuses erreurs, c'est vrai, et vous savez, j'ai personnellement fait l'expérience de pièces défectueuses dans ma S5 et malheureusement, la gestion par le concessionnaire s'est avérée être tout simplement horrible. Donc, tout n'est pas parfait et ils ont du travail à faire. Mais ce n'est pas correct de proclamer la fin de l'industrie automobile allemande. Tout va vraiment mal. Tout le monde fera faillite. Tous perdront leur emploi. Non, ce n'est pas le cas car ils fabriquent encore d'excellents véhicules et cette expérience de conduite avec équilibre entre sportivité et confort est quelque chose que les nouveaux fabricants n'atteignent pas encore. Comme fabricant premium allemand, il faut maintenir cela, travailler correctement, améliorer son service et son réseau. Ils doivent surtout se concentrer sur la fiabilité, c'est le principal objectif, je pense. L'ingénierie matérielle pour l'expérience de conduite ici est absolument exceptionnelle. Je ne peux que le souligner avec insistance. Et oui, visuellement, la différence entre le modèle S et le modèle A5 normal devient
plus mince ou plus fin dans la partie visuelle extérieure-intérieure, aussi bien et aussi le stress de l'expérience de conduite. Oui, le modèle S est plus amusant. La plus grande différence est le moteur. Le moteur à essence V6 est beaucoup plus amusant, il est plus vivant, il sonne mieux et ainsi de suite. C'est plus agréable à conduire, mais la différence n'est pas si grande car même le modèle de base ici, pour ainsi dire, est déjà très amusant avec une accélération de 6,9 secondes, est en fait déjà assez agile. Et avec le système de conduite mild hybride, il me donne aussi ce boost électrique en sortie de virage et une puissance envoyée aux roues arrière. Donc je n'ai pas de sous-virage, il fonctionne très bien et cela se rapproche de très près d'un véritable modèle S, surtout si vous avez ici la suspension adaptative. Alors toute la dynamique de la suspension, la façon dont elle fonctionne, et bien sûr, la même partie matérielle peut être un peu différente comme le réglage, et ainsi de suite, mais elle se sent toujours vraiment bien dans les virages, si précise et facile à contrôler. Elle a augmenté en empattement, mais vous ne le ressentirez pas comme un point négatif. Elle se sent toujours vraiment bien, donc vous ne sentez pas qu'elle serait moins agile, juste à cause de l'empattement plus long et ainsi de suite. D'ailleurs, ici, par exemple, surtout en descendant de mode dynamique à mode efficacité, alors vous pouvez obtenir une partie de l'effet de récupération. Et ici, par exemple, vous l'entendez, vous le voyez aussi ici dans ce compteur de régime qui n'est pas si bien visible, mais maintenant régime à 0, le moteur est éteint. Donc en ce moment, nous naviguons sans utiliser d'essence ou de diesel dans ce cas. Donc dans ce cas, je peux récupérer de l'énergie en descendant. Le moteur est coupé, ce qui améliore véritablement l'efficacité globale. Dans certaines situations, comme lorsque vous manœuvrez sur un parking, vous pouvez utiliser le système hybride léger et continuer à rouler sans essence. Alors un peu plus tôt hors caméra, je pense que c'était pendant ma modération en allemand, on conduisait même à 15 km à l'heure en ville, même en montée, et c'était comme, je ne sais pas, pendant 5 minutes entièrement en mode électrique. Cela se produit grâce à ce système MF vraiment sophistiqué qu'ils ont intégré ici. Je ne peux vraiment que vous vanter encore davantage tous les nombreux points positifs sur la conduite de ce modèle ici. Cool, et ces sièges en tissu nous servent bien. Ils sont aérés et ne chauffent pas. Bonne expérience avec ces sièges en tissu, même si je souhaiterais aussi qu'ils proposent des sièges en simili-cuir haut de gamme. Oui, et par rapport à votre différence perçue entre l'Audi S5 et l'Audi A5, tu préfères celle-ci? Donc Léa opterait pour le choix plus confortable. Ah, intéressant, donc tu me connais en tant que conducteur. Je ne ressens pas tellement de différence de suspension entre le modèle S et celui-ci. Mais c'est intéressant parce que ces aspects de confort pèsent souvent plus sur le passager. Et donc, quand elle dit que la suspension est plus confortable ici, elle doit avoir raison à ce sujet. Donc, oui, j'ai plus de contact routier de conduite avec le modèle S. Définitivement, celui-ci se débrouille aussi très bien. Oui, le diesel n'est pas le moteur le plus amusant et stimulant, mais je dirais que le système MF apporte une meilleure amélioration au diesel qu'au V6. En effet, avec le V6, on perd un peu de cette sensation pure et authentique d'un moteur sportif. Or, avec le diesel, quand on ajoute cette impulsion électrique et ces moments de récupération où le moteur est complètement éteint, cela contribue à créer une sensation de conduite plus technologique, high-tech et sophistiquée. Donc, en fin de compte, ce sont ces petits et subtils détails qui font toute la différence, même si malheureusement les conditions aujourd'hui ne sont pas vraiment idéales. Ce que vous ressentez, mais pour les tests, ce sont en fait de bonnes conditions. Donc nous pourrions aussi vous donner un aperçu de cela et aussi l'installation de bruit ici. Je veux dire, il pleut dehors et les voitures passent parfois et c'est toujours très silencieux ici, bien sûr. Les prix, je suis déjà en mesure de vous parler des prix allemands. En Europe, le prix pourrait être similaire suivant le marché. 45 000 € prix d'entrée, environ 2 000 € de plus pour la version avant qu'ici. Et si vous prenez toutes les options disponibles ici, rappelez-vous bien, c'est seulement un TDI de 2 litres standard. Mais ensuite, de grandes roues, la technologie de la plus haute qualité, quelques éléments visuels, blablabla, pas les sièges de base, 80 000 € pour ce véhicule précis.
C'est vraiment très cher, je pense trop cher au catalogue. Eh bien oui, à la fin de la journée, pour ces types de véhicules, c'est surtout une question de leasing. Quasiment personne ne les achète au prix affiché pour ensuite les garder. Ça se fait par le biais du leasing et les flottes d'entreprises obtiennent souvent une importante remise en disant « Hey, je t'ai 1000 Audi A5 avant ». Ensuite, ils bénéficient également d'une excellente offre de leasing, par exemple. Oui, c'est vraiment ça, la réalité. Mais si vous devez payer des taxes pour l'utilisation privée de ce véhicule, alors le prix de la liste de marché conserve véritablement son importance. C'est juste trop cher ici. Aussi, en considérant le modèle S qui débute à 80 000 euros et est presque entièrement équipé, on peut ajouter peut-être 10 000 euros. Puis d'une S5 bien équipée à une A5 qui est entièrement équipée, il n'y a que 10 000 euros de différence. Donc ils sont tous deux trop chers, mais le A5 normal est encore plus surévalué que le S5 en comparaison. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que visuellement, ça marche très bien. C'est aussi de bonne qualité à l'intérieur, en général. Il y a des options qui manquent, notamment un intérieur sans matières animales, qui est de série sur les BMW série 3 et série 4. Audi doit donc s'améliorer à ce niveau. L'espace pour les jambes arrière est vraiment minuscule. Mais je pense que le meilleur aspect réside vraiment dans le design extérieur. Cependant, la différence entre le modèle S et la ligne S devrait être davantage marquée pour les clients S. Côté conduite, c'est vraiment fantastique. Elle se conduit extrêmement bien. La différence entre le véritable modèle S et le modèle standard est un peu moindre, bien que le vrai modèle S reste beaucoup plus amusant à conduire. Bien sûr. Et oui, les prix sont vraiment élevés. Vous devriez maintenant découvrir la nouvelle S5.